je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 209 du podcast Je peux pas, j'ai business. Et aujourd'hui, on va parler de Delicity et on va rencontrer un de ses cofondateurs, Alexandre. Delicity, c'est quoi ? C'est une plateforme de livraison de repas, un petit peu comme du Uber Eats ou un petit peu comme du Deliveroo que je pense qu'on connaît tous aujourd'hui, mais qui a vu le jour à Nice, ma nouvelle ville d'adoption, qui s'est développée à Nice et qui est aujourd'hui en train de se développer un petit peu partout en France. Et c'est une application que j'ai très très vite découverte, dont je me suis vraiment beaucoup reconnue dans les valeurs de plus d'éthique, plus de rémunération, à la fois pour les livreurs, pour les restaurants, etc. Donc j'ai été cliente avant d'être hôte de podcast. J'ai eu l'occasion de rencontrer Alexandre, donc le cofondateur, complètement par hasard. On vous racontera un petit peu notre rencontre quand je l'accueillerai sur ce podcast. Mais tout ça pour vous dire, ça fait partie de ces moments dans la vie où le perso se mêle au pro, mais pour les meilleures raisons, puisque du coup, en rencontrant Alexandre, je lui dis « Mais viens faire un épisode de podcast et tout particulièrement, viens me raconter comment est-ce que tu fais pour monter une start-up dans un marché qui est gouverné par des mastodontes tels que, on les a cités, Uber Eats, Deliveroo, etc. Qu'est-ce que tu as fait de différent pour ça ? Comment est-ce que nous, on peut s'inspirer de ton état d'esprit, de ta manière de voir des choses pour nos business, pour se faire de la place au soleil, nous aussi ? Bref, dis-nous tout. » Et Alexandre a gentiment accepté de venir enregistrer un épisode de podcast avec moi. Épisode qu'on a pu enregistrer même en présentiel, donc c'était encore plus fun. J'adore de plus en plus faire ça. Et je trouve que la discussion qui en a résulté est à la fois ultra inspirante et motivante, tout en étant pleine de valeurs. Donc j'ai super hâte de partager ça avec vous. Installez-vous confortablement, accrochez vos ceintures et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello Alexandre, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Aline, écoute, ça va bien. Et toi ? Écoute, très bien. Petite introduction, j'aime bien dire comment j'ai rencontré mes invités ou comment j'ai entendu parler d'eux pour la première fois. Et en fait, l'histoire avec Delicity et ensuite la rencontre avec toi est assez particulière parce que c'est une rencontre en présentiel. Et ça reste assez rare dans mon univers qui est quand même pas mal digital. Tout a commencé quand j'ai emménagé à Nice il y a quelques mois. Et là, j'ai une copine qui m'a dit « Aline, tu as besoin de 2 applications sur ton téléphone quand tu arrives à Nice. » J'ai dit « Lesquelles ?» Elle me dit la première, c'est Nice Ticket pour avoir tous tes tickets de tram, bus, métro sur ton téléphone. Tu l'as celle-là ou pas ? Tu la connais ? Ouais, je la connais. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de Niçois qui la connaissent. Ouais, je peux pas te dire, je suis le seul à l'utiliser. J'ai l'impression que quand j'utilise le bus, personne l'utilise. Donc On est d'accord. Moi, les gens me regardent trop bizarre comme si j'avais fraudé dans le tram, alors que pas du tout, quoi. Ouais, pareil pour le conducteur qui te regarde en mode mais il valide pas son ticket. Si, je suis digital en fait. C'est ça, on est trop connectés. Et la deuxième application, c'est Delicity. Et je ne connaissais pas Delicity, je lui ai dit qu'est-ce que c'est ? Elle m'a dit c'est comme un Uber Eats ou un Deliveroo, mais en mieux et en plus éthique. Et je me suis dit ah bon ? Et j'ai téléchargé et en fait, effectivement, coup de cœur, je suis devenue une cliente très régulière. Je l'utilise toujours, j'essaie même de la privilégier. On va revenir un petit peu après sur en quoi c'est différent des plateformes concurrentes et pourquoi est-ce que j'encourage tout le monde à faire appel à vos services. Mais petite présentation avant. Donc tu es le cofondateur de Delicity. On s'est rencontrés dans un after-work, dans un coworking assez improbable. C'était super cool. Et tu as eu un début de parcours plutôt dans le web en tant que développeur, responsable web, marketing, etc. Fondateur de nombreuses entreprises dans ce secteur-là, mais aussi dans les loisirs et notre belle région de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ensuite tu as fondé Delicity il y a 2 ans. Et si je devais résumer ça en, on va dire, 2 grands axes, tel que je le perçois en tant que cliente en tout cas, c'est à la fois un système beaucoup plus éthique pour te faire livrer la nourriture des restaurants chez soi, plus éthique pour les restaurateurs, plus éthique pour les livreurs et mieux pour les clients, et en même temps avec cette volonté d'amener l'expérience du restaurant chez le particulier, dans sa maison, dans son confort, tout ça à grand renfort de petits gifs sur le site à chaque fois qu'on commande, et moi en tant que grande fan de gifs, qui est ma 3e langue maternelle, je valide. Est-ce que c'est un bon résumé ? C'est ça, on a fini le podcast. Bye tout le monde. Non, oui, c'est exactement ça. Petite parenthèse quand même sur mon parcours. Je sors d'une école de commerce, donc pas développeur à la base. J'ai fait une prépa HEC, donc rien à voir. Je me suis formé tout seul sur le digital, sur le développement, parce que j'avais la passion de créer. Et en fait, mine de rien, le web, le dev, c'est une magnifique façon de créer des choses.
Et quand ça marche pas, tu les recommences. Je voulais faire architecte quand j'étais petit aussi. Du coup, quand tu fais architecte, tu vas monter un bâtiment, ça va te prendre 10 ans. Pendant 10 ans, il faut qu'il soit nickel. Si tu t'es trompé, s'il te plaît plus, tu peux pas le détruire et le refaire. Là, le web, c'est une page blanche incroyable. C'est un bac à sable. Surtout, c'est un énorme bac à sable. Du coup, tu peux vraiment t'amuser. Et moi, la création, c'est mon grand kiff. Du coup, je suis parti sur cette voie de développement. Je suis parti sur la voie entrepreneuriale après. Mais rien à voir avec Delicity. Delicity, c'est vraiment une autre dimension. Et très content de voir comment ça évolue et voir le soutien des gens autour de nous. On aura l'occasion d'en reparler, mais est-ce que du coup tu peux nous dire un petit peu d'où est venue l'idée de Delicity, surtout que passer du web à ce genre de choses-là, il y a quand même un petit grand écart. D'où est venue l'idée? C'était quoi le concept? C'était quoi l'élément différenciateur? Je veux tout savoir. Alors, déjà, quand on a commencé à y réfléchir, on était tous les trois dans une start-up existante qui s'appelle YouStock. Raph s'occupait de la partie commerciale, moi de la partie web, et Kevin, qui est le troisième associé, qui est un peu plus jeune, mais super talentueux. Lui, par contre, s'occupait de la partie dev aussi, c'est moi qui l'ai recruté. Et du coup, on s'est vachement formé sur toute la partie start-up, le mindset, sur la façon de faire, qui changeait complètement des boîtes que j'avais créées avant, parce que c'était des petits projets. Voilà. Là, c'était vraiment la notion de start-up qui est complètement différente de l'entrepreneuriat classique. On passait pas mal de temps à discuter parce qu'on avait cette envie de repartir en fait et de se relancer dans une vraie start-up. Et du coup, un jour, dans un de nos brainstorms, on se commandait systématiquement à manger. Et un jour, en fait, on a repéré... Et tout bon brainstorming doit se faire autour d'une bonne nourriture, on est d'accord. Et du coup, on a commandé dans une pizzeria qu'on connaissait qui, elle, faisait de la livraison en interne. Okay. Et en fait, moi, en tant qu'utilisateur des plateformes, je ne dirai pas le nom, je me suis rendu compte que finalement, ce restaurant qui avait ses propres livreurs et qui proposait finalement une pizza à 12 € directement en livraison offerte, enfin incluse, sur la plateforme concurrente, finalement, il le proposait à 3 € de plus, à 15 €. Plus avec les frais de livraison, plus avec les frais de service, tu t'en sortais pour quasiment 20 € sur une pizza. Et en fait, on s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, ça a lancé un de nos brainstorms. Et on s'est dit, mais en fait, pourquoi les restaurants sont obligés de passer par les plateformes pour livrer, pour vendre? Et en fait, c'est parti de là. On a tiré une sorte de fil rouge. Il faut savoir qu'on était en janvier 2019. Donc, pas encore de pandémie, pas encore de Covid. Donc, c'était vraiment une réflexion de fond. C'est-à-dire qu'on a tiré sur le petit fil rouge et puis on s'est baladé, on a discuté avec beaucoup de restaurateurs et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait un vrai problème. Et en fait, janvier ou février 2020, il y a quelqu'un qui croque dans une chauve-souris en Chine. Et du coup, le Covid arrive. Et là, on était encore salariés dans la start-up et on s'est dit, mais waouh, tous les restaurants ferment, les plateformes deviennent le seul moyen finalement de vendre. Et en fait, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a mis le doigt finalement sur un modèle qui n'était pas du tout éthique, pas du tout bienveillant, pas du tout même viable, pas du tout rentable pour le restaurateur. Et on s'est dit, non, il faut qu'on fasse autre chose. Et vraiment, on a pensé l'application comme une réflexion qu'auraient eu les restaurateurs. Tu vois, on s'est mis à la tête d'une pseudo-association de restaurateurs en disant si eux avaient les moyens de réfléchir, si eux avaient nos connaissances en termes de start-up, en termes de tech, qu'est-ce qu'ils feraient? Et du coup, on a poussé la réflexion vraiment sur apporter une meilleure expérience sur la commande, apporter une meilleure expérience sur la livraison, reprendre l'équation et la remettre dans le bon ordre. Finalement, c'est le restaurant qui prépare à manger, c'est le livreur qui livre. Il n'y a aucune raison que la plateforme prenne tout le bénéfice de ça, qu'elle gagne plus que les deux réunis. Et du coup, en même temps, c'est même pas viable en fait. Donc nous, on s'est dit, voilà, le Covid a été un vrai déclencheur. On s'est dit, on s'arrête. On a posé notre DEM, on est parti discuter un petit peu avec la startup pour négocier une sortie convenable en se faisant remplacer, etc. Donc eux vont très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Et finalement, octobre 2020, on a lancé Delicity. Et on l'a lancé sans vraiment d'application au début, puisque nous, ce qu'on voulait offrir, c'était une solution pour que chaque restaurateur puisse vendre depuis son site et puisse avoir accès à des livreurs indépendants. Voilà. Tout en se disant, le restaurateur gagne plus, ça lui coûte en général 2,5 fois moins cher, et que le livreur soit mieux rémunéré. Voilà. Et nous, au passage, on ne prend qu'1 € hors taxe. Et en fait, on n'a pas vraiment beaucoup bougé de ce système-là, si ce n'est qu'on a rajouté une application pour les gens pour les consommateurs finalement, qui préfèrent commander sur une application plutôt que sur un site internet, parce que voilà, c'est la tendance et que c'est plus facile et que tu ouvres l'application comme tu ouvrais ton frigo pour te dire qu'est-ce que je mange ce soir. Mais voilà.
J'adore cette histoire, j'adore le côté un petit peu même Robin des Bois, en mode on va redistribuer l'argent aux bonnes personnes, etc. Et on va contrer les grands méchants qui prennent trop d'argent. Ouais, c'est mon côté un peu oui, mais ouais, en fait, la bienveillance fait quand même partie de nos valeurs. Et en fait, tu te rends compte que si tu essaies de faire du bien au monde, le monde te le rend, finalement. Totalement d'accord avec ça. Et du coup, j'avais une question par rapport à ça, parce que des fois, on met un peu en confrontation le concept d'éthique et de bienveillance et le concept de rentabilité. Questionner justement sur moi en tant que cliente, quand je commande chez Delicity, je reçois 2 factures, celle du restaurant et celle de Delicity avec 1 euro. Comment est-ce qu'on est rentable en prenant que 1 euro sur chaque commande? Alors, on est rentable parce qu'en fait, notre business model est basé sur 2 choses. Déjà, il y a un petit abonnement qui permet au restaurateur d'avoir accès finalement à nos services. Donc, ça inclut le site internet si le restaurant n'en a pas. Ça inclut le module de vente, ça inclut le module de réservation et ça inclut, donc c'est vraiment un package vraiment avantageux pour lui parce qu'on est face à des gens qui vendent des sites à 200, 300 euros par mois sur des engagements de 4 ans. Non, nous on s'est dit ça a aucune valeur finalement d'offrir ça. On offre un petit package, un abonnement finalement avec tous les outils. Et à côté de ça, on prend 1 euro parce que finalement, c'est pas nous qui cuisinons et c'est pas nous qui livrons en fait. Donc, il n'y a aucune raison qu'on prenne plus. Voilà. Alors, je dis pas que les plateformes concurrentes n'ont pas intérêt et ne doivent pas prendre les 30% parce que vraiment, la base, c'est qu'on fait pas la même chose. Les plateformes, elles font de l'apport d'affaires. Et en fait, tous les apporteurs d'affaires dans le monde, dans tous les business, c'est 30%. C'est 30%. Voilà. Si vous vendez des fenêtres, tu vends des fenêtres, ton apporteur d'affaires, c'est ton commercial sur le terrain. Il y a un vrai travail d'aller chercher le client au dernier kilomètre. Ça coûte 30%, quoi. Pas de souci. Par contre, là où on intervient, c'est que si tu veux reposer des fenêtres, tu ne repasses pas par un apporteur d'affaires. Et en fait, l'autre exemple qu'on aime bien prendre, c'est celui de Booking. Si demain tu pars à Barcelone, tu vas regarder sur Booking les meilleures offres. La notion de plateforme est super pratique pour découvrir un hôtel, pour avoir un bon deal. Par contre, demain, tu retournes à Barcelone et l'expérience avec l'hôtel s'est bien passée, il n'y a aucune raison que tu repasses par Booking. Tu vas passer par l'hôtel en direct et lui va te faire Sauf même si c'est moins cher sur Booking, du coup. Oui, mais lui va te faire même l'offre parce qu'en fait, s'il fait une offre sur Booking, il va en plus payer les 30%. Et en fait, nous, c'est cette deuxième partie qui n'existe pas aujourd'hui, c'est-à-dire que le restaurant n'a pas les moyens de vendre en ligne et n'a pas les moyens de livrer avec des livreurs indépendants. Donc, on est vraiment une alternative et on est vraiment une solution de fidélisation là où les plateformes sont des solutions d'acquisition de clients. Trop bien. Franchement, ça me parle. Cool. Et en plus, on a des gifs. Et en plus, vous avez des gifs. Non, mais très important. Hein. C'est trop sous-côté, les gifs, franchement. C'est toi qui les mets sur le site? Ouais, on se fait une petite sélection à 3, mais on rigole bien à les sélectionner. Si t'en as, d'ailleurs, je le prends. Ah, mais j'en ai plein, je t'en enverrai, franchement. Moi, je rigole bien aussi à chaque fois. Je suis en mode, ça va être quoi le petit gif aujourd'hui? On a un peu parlé de cet élément différenciant qui est tout le côté plus éthique, plus responsable pour tout le monde. Et il y avait aussi ce deuxième axe qui était d'emmener l'expérience gastronomique d'un restaurant chez le particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Ouais. Alors en fait, cette expérience-là, finalement, elle se caractérise par plusieurs choses, elle se manifeste par plusieurs choses. La première, c'est qu'en fait, chez nous, en fait, le consommateur commande directement au restaurant. Là où, quand tu commandes sur une plateforme, tu deviens le client de la plateforme. Donc en fait, même d'un point de vue général, les restaurateurs n'ont même pas accès aux informations, ne savent pas qui tu es. Nous, on essaie de mettre en avant le fait que la personne qui a commandé, déjà, tu as ses coordonnées, tu as son nom, tu as son prénom, donc tu peux le reconnaître. Donc si c'est un ami à toi, tu peux le traiter différemment. Si c'est quelqu'un qui commande tous les jours, tu peux le traiter différemment. Si c'est une Aline de The Boost, tu peux lui mettre un petit mot sur le sac. Enfin voilà, c'est une toute petite chose qui fait que dans la vraie vie, si tu vas tous les jours au restaurant, à la fin, il va t'offrir le café, il va t'offrir le dessert, il va t'offrir machin. Donc du coup, cette expérience-là, elle est super importante. Et en fait, nous, ce sur quoi on travaille vraiment, c'est le lien qui existe et qui est indestructible entre le restaurant et son client. Et en fait, c'est ce que les plateformes veulent casser parce que diviser pour mieux régner. Et nous, en fait, on veut pas ça. Nous, on veut juste faire passe-plat. Je reprends la petite métaphore de tout à l'heure. Très à propos. C'est un passe-plat, en fait, entre les restaurants et les clients. Et en fait, toi, quand tu as envie de commander, il n'y a aucune raison que tu passes par Delicity. C'est pas nous qui cuisinons. D'ailleurs, il vaut mieux que ce soit pas nous qui cuisinions, tu vois. Mais du coup, tu commandes vraiment à un restaurant parce qu'il te plaît. Et tu es le client de ce restaurant-là. Et nous, on fait tout pour renforcer ce lien-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très fort. Effectivement, tu faisais l'allusion, j'avais posté une story hier sur Insta d'un restaurant auquel je commande de temps en temps et des fois il y a des petits mots sur le sac, ils te reconnaissent. C'est vraiment très chouette. En fait, il y a une vraie considération dans un sens et dans l'autre, donc trop cool. Et du coup, sachant que
vous attaquiez à un marché quand même gouverné par 2-3 mastodontes dont on ne citera pas le nom, c'est un peu les Voldemort de cet épisode. Est-ce qu'il y a des choses où dès le début avec la culture startup que vous commenciez à avoir, est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites différemment dans cette optique-là, où tu te dis mastodonte ou pas mastodonte, on aurait fait exactement la même chose de la même manière? Alors non, en fait, on n'a pas vraiment considéré ces mastodontes. Nous, ce qu'on voulait, c'était offrir un modèle plus éthique pour tout le monde et plus bienveillant. Et en fait, partant du principe qu'on ne va pas se battre contre eux, on se bat à côté sur un autre marché qui est celui de la fidélisation. Vraiment, notre stratégie, ça a été d'acquérir les restaurants un par un, d'acquérir les clients un par un, en se disant qu'à un moment, la qualité de service et la qualité du produit et la bienveillance générale, l'éthique, va lancer une viralité finalement et que les gens se le recommandent un par un. Et après, de se dire, à un moment, l'habitude de commander sur les plateformes va disparaître parce qu'en fait, je commande pas sur les plateformes, je commande à un restaurant. Alors, attention, encore une fois, les plateformes ont un métier bien différent. Ils ont vraiment développé le secteur de la livraison et de la restauration hors salle. Par contre, nous, on essaye vraiment de te faire commander dans un restaurant que tu connais. Voilà. Pour répondre à ta question, parce que j'ai fait un petit coup de politique là, non, on n'a pas vraiment modifié notre stratégie. La seule chose qui vraiment nous a impacté, c'est la quantité de travail. Parce que l'autre jour, je disais, on est contre 40 personnes, tout le monde m'a regardé en disant non, on est contre 4000 personnes. Et c'est vrai que, mine de rien, on est contre beaucoup de gens, donc les plateformes sont énormes, il y en a beaucoup, même localement, quand on se développe, il y en a beaucoup, et ils ont des moyens colossaux. Et en fait, c'est ça le problème. Par contre, nous, on a quelque chose que eux n'ont pas, c'est on a l'amitié des restaurants, on a le soutien des livreurs. Enfin, vraiment, c'est quelque chose, c'est une révolution qui part d'en bas, et ça fait plaisir. Encore le côté, une fois Robin des Bois, quoi. Toujours. Et des gifs. et des gifs. Et pourquoi avoir commencé par Nice? Écoute, pourquoi pas parce qu'il y a le soleil. Non, en fait, on était sur Nice. En fait, la start-up était monégasque, mais du coup, est venue s'installer sur Nice. Et en fait, on a constaté le problème sur Nice. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, on a lancé plusieurs villes depuis, on en parlera tout à l'heure, mais sur Nice, il y a vraiment une particularité. C'est que les livreurs n'aiment pas trop bosser quand il pleut. Parce qu'ils se disent demain il va faire beau, et en fait c'est un état d'esprit que tu peux pas forcément avoir quand tu vas à Nantes par exemple, parce qu'il pleut beaucoup. Donc du coup en fait c'est l'efficace à tous les Nantais. Mais oui, c'est commandé sur Delsti, les Nantais. C'est quelque chose que tu peux pas forcément avoir quand tu vas à Nantes, parce qu'en fait, voilà. Donc les conditions sont pas les mêmes. Donc en fait, on s'est lancé sur Nice. C'était vraiment notre marché test. On a beaucoup parlé avec les restaurateurs. On s'est fait amis avec certains d'entre eux. On a grossi, je pense, on a pris 10 kilos chacun à tester tous les restaurants. Finalement, c'était un peu par hasard qu'on s'est lancé sur Nice. Il n'y a pas vraiment de vraies raisons, tu vois. Je peux pas t'en donner. C'est pas genre vous étiez tous niçois, c'était votre ville de cœur. Alors si, ces raisons-là, effectivement, tu vois, mais c'était pas du tout stratégique. On était tous niçois. Enfin, niçois de cœur. Il y a Kevin qui est né à Nice, mais il s'est absolument pas situé quoi que ce soit dans Nice. Mais bon, on était tous les trois niçois de cœur, et c'est vrai que la qualité de la ville est incroyable. Par contre, ça a certaines particularités. C'est-à-dire que c'est une ville qui est à 180 degrés avec le bord de mer. C'est une ville qui monte assez vite dans les montagnes. Donc pour des livraisons, en fait, ça nous donne un bon panel de problématiques. Et après, on a eu d'autres problématiques sur les autres villes qu'on a lancées. On a enchaîné avec Pau. Et Pau, effectivement, c'est une ville à 360 où il pleut beaucoup. Alors là, c'est d'autres problématiques. Mais en tout cas, voilà, c'était une belle ville de lancement. Et je pense que la mer, le soleil, les apéritifs, c'est cohérent, tu vois. Il y a encore plus de bonnes opportunités de tester tous les restos. Exactement. Et des choses comme ça, quoi. Trop bien, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, quand on lance ce genre de projet, on pourrait plutôt aller dans une des grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, etc. Et je me questionnais sur pourquoi Nice, est-ce qu'il y avait une raison particulière ou pas? En gros, pourquoi pas se lancer à Paris tout de suite? Il y en a beaucoup qui le font. En fait, Paris, c'est un marché énorme. Et nous, on était 3. Tu vois? Ah, ok. Et en fait, déjà, c'est énorme ce qu'on a réussi à faire. Je trouve le travail de Kevin a été incroyable, de lancer l'application en 3 jours, enfin de lancer le système en 3 jours, en 3 mois, pardon. Je t'en mets le what? Il boit beaucoup de Red Bull. Non, ça a été vraiment très rapide. Et à côté de ça, le travail de Raph a aussi été incroyable de convertir autant de restaurants et de faire comprendre le système à autant de restaurants. Mon travail est incroyable aussi, hein. Mais en tout cas, en fait, on a vraiment beaucoup travaillé. Et finalement, c'est bien de s'être lancé sur une ville qui est un peu moyenne,
parce qu'on ne pouvait pas faire plus gros, tu vois. Et en fait, on a fait une levée de fonds ensuite, en mode bonne start-up, pour recruter, pour se développer. Et c'est vrai qu'on arrivait quand même, au bout de 1 an et demi, à un palier de notre temps, parce que c'était juste ça, tu vois. Et en fait, là, on est arrivé à 450 restaurants. Il y a un moment, tu peux plus gérer à 3, quoi. Déjà, d'être monté à 3 à 450 restaurants, ça me paraît un vrai tour de bras, quoi. Ouais. Et du coup, là, ça rentre dans la deuxième étape de dire, OK, maintenant, il faut consolider, il faut structurer, recruter, etc. Que des beaux challenges. Il faut changer les gifs. Et il faut changer les gifs. Il faut renouveler les gifs très régulièrement pour les clients les plus fidèles. C'est important. Selon toi, quelles sont les 3 choses principales qui ont contribué à votre percée et à votre réussite ? Écoute, les 2 premières choses, ça va être le travail. Ça parce que pas, ouais. Vraiment, c'est un travail énorme. Ça a des impacts, hein, c'est un vrai challenge. Voilà, ça a des impacts sur la vie perso, sur peut-être même ta santé, tous les restaurants que tu dois goûter, tu grossis, c'est vraiment dur. Mais non. Oh, quelle vie, ça a l'air atroce dit comme ça. Et non, du coup, effectivement, beaucoup de travail, beaucoup de travail, ça s'invente pas. Encore une fois, on est contre 4000 personnes, donc voilà, il n'y a pas le choix. Tu peux pas dire, aujourd'hui, j'ai pas trop envie. Donc, on a fait beaucoup de sacrifices de ce point de vue-là. Deuxièmement, de la rigueur. Beaucoup de rigueur, parce qu'en fait, mine de rien, on fait plus de 150 000 commandes aujourd'hui. 150 000 commandes, c'est 150 000 personnes qui attendent à manger. Donc, en fait, il faut que tout soit nickel. Une mauvaise expérience, ça te flingue une soirée, ça te flingue une vie. Je peux prendre l'exemple d'une... ça te flingue une vie, tout est relatif. Mais tu vois, je peux prendre l'exemple de la Saint-Valentin, cette année, où il y a certains restaurants qui ont été complètement débordés, qui ont mis plus de 2 heures à préparer. Enfin, je sais pas si tu t'imagines le soir de la Saint-Valentin avec tes petites bougies qui brûlent pendant 2 heures en te disant quand est-ce que ça arrive, bouffe n'arrive pas. Donc c'est vraiment peut-être 150 000 fois où en fait il faut suivre chaque livreur un par un. Là où finalement les grosses plateformes ne peuvent plus apporter cette qualité de service parce que c'est trop gros, tu vois. Ils ont un volume qui est beaucoup plus gros que le nôtre. Voilà, c'est la rigueur. Il faut que chaque personne qui commande soit livrée et dans les meilleures conditions possibles parce que en fait voilà, sinon on leur flingue la journée. Et la troisième chose, c'est je pense la bienveillance et l'éthique, en fait, les bonnes valeurs que passer du temps à parler avec les restaurants, avec les livreurs, pareil, il y en a certains qui sont devenus des amis, c'est juste incroyable. Tu te balades dans la rue, ils s'arrêtent, ils te disent bonjour, machin, tu vois, salut, ça va. Mais on les recroise souvent, moi je recroise souvent les mêmes, on se reconnaît, on se dit bonjour et tout, on prend des nouvelles, c'est hyper sympa, quoi. Ouais, c'est très sympa. Voilà, et puis après, si tu portes les bonnes valeurs, finalement, voilà, les gens ils te suivent. Et puis après, si tu veux, on apporte quand même une vraie solution, une vraie alternative. Donc c'est assez facile de s'imposer parce qu'en fait, on en parlait tout à l'heure, le fait que les grosses plateformes soient venues et aient mis en place une habitude de consommation, une habitude de production, même une habitude sociétale, parce que finalement les livreurs avant indépendants n'existaient pas, c'est un vrai engrais pour nous, parce qu'en fait les mecs se disent ok, la première étape c'était d'avoir une plateforme, la deuxième étape c'est d'avoir mon système à moi, et voilà, nous on offre le système, du coup on est attendu vraiment dans certaines villes. Les gens nous appellent en disant je suis à Tours, vous venez quand? Je suis à Poitiers, vous venez quand? Je suis à Lille, même à Paris, vous venez quand sur Paris? Par des livreurs et par des restaurateurs. Donc en fait c'est génial parce que les mecs t'attendent et te tirent limite venir sur leur zone. Mais bon voilà, il faut être rigoureux, il faut pas se lancer sur 15 villes et pas les assumer, il faut pas commencer à promettre des choses et pas les faire. On est très 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 rigoureux et ça reprend un petit peu le côté start-up, tu veux. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on est très start-up, mais start-up un peu hardcore, tu vois. C'est très rentable, enfin le plus de rentabilité possible, pas enchaîner les levées de fonds pour rien, promettre des choses et les réaliser. Et ça, je pense que nos invests l'ont compris. Donc c'est pour ça qu'ils nous suivent comme ça. Et voilà, je pense que c'est les 3 trucs. Je résume. J'ai envie de rebondir sur trop de trucs là. On va y aller un par un. Ah non, mais là, je suis à fond. Première chose, du coup, tu nous parlais de se développer dans d'autres villes. Donc aujourd'hui, on a parlé de Nice, forcément. On a parlé de Pau. Où est-ce que vous êtes actuellement? Là, on est le 5 janvier 2023. Dans combien de villes vous êtes? Et ça va être quoi les villes des 12 prochains mois, quoi? Si tu peux nous le dire. Tu me flingues ma stratégie, mon effet de surprise. Écoute, ne dis que ce que tu as envie de dire. On est sur Nice, c'est sûr. On est sur Pau, Bordeaux, Nantes. On a recruté Solène qui va nous rejoindre à Toulouse. Donc qui vient en formation semaine prochaine. Et après, ça va être Rennes. On a signé le premier restaurant la semaine dernière. Non, hier d'ailleurs. Félicitations, merci. Trop bien. Et en fait, on va aller attaquer toutes ces villes un petit peu où finalement les plateformes traditionnelles font un peu la loi.
Et en fait, on reste dans le Robin des Bois, tu vois, dans le côté un peu Robin des Bois, oui. Mais finalement, en fait, ces villes-là, c'est un endroit, c'est une zone finalement où il y a moins de concurrence. Tu vois, à Paris, il y a beaucoup de gens qui essaient de faire de l'éthique, qui y arrivent parfois, qui n'y arrivent pas des fois. Mais du coup, en fait, effectivement, on va aller sur des villes où on va libérer un petit peu les villes une par une. Et après, le but du jeu, quand même, c'est de monter en gamme, monter en taille de ville pour arriver sur Paris fin de l'année, j'espère cette année. Je trouve ça tellement malin, cette espèce de démarche de on va grignoter, tu sais, c'est presque une stratégie militaire en fait, où tu vas grignoter chaque petite ville ou de taille moyenne autour des grosses métropoles pour ensuite aller les attaquer eux en bénéficiant déjà de l'exposition, de visibilité, des médias, des choses comme ça. Enfin, j'adore, j'ai l'impression de jouer à risque là, tu vois. C'est ça. Tu veux, on fera une partie après, mais la question c'est vraiment de se dire, il faut aussi toujours dans cette optique d'optimisation des ressources et de rigueur, en fait, il ne faut pas aller croquer trop grand. Si on était allé croquer Paris, en fait, tu as beaucoup de choses à faire à Paris. Enfin, c'est énorme. Paris, mais ça casse-gueule. 4 villes, tu vois. Et en fait, il y a beaucoup de projets qui se cassent la gueule justement parce qu'ils essayent d'aller trop vite. Nous, en fait, encore une fois, on a une tech qui a été faite par 3 personnes, on a une stratégie commerciale qu'on est en train de peaufiner au fur et à mesure. Du coup, aller à Paris pour dire je suis à Paris et en fait mourir 2 semaines après, c'est compliqué. Nous, on essaie d'avoir justement une croissance saine, pas une hyper-croissance à tout prix, pas une hyper-croissance à coup de levée de fonds, pas de table de ping-pong, enfin tu vois, pas ces choses-là. Il n'y a pas de table de ping-pong chez vous? Pas de table de ping-pong chez nous. Mais on a des plateaux fromage et charcuterie toute la journée si tu veux. Il y a le plateau apéro. Avec grand plaisir. C'est vrai, j'ai été témoin de ça. Mais oui, oui d'ailleurs, quand on s'est rencontrés, je pense que j'avais un plateau apéro à la main. Exactement. Voilà. Sur Robin des Bois, même dans les soirées. Il va sauver les gens en détresse. C'est ça. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on attaque les villes à notre taille en fait. On ne va pas être plus grand que... Voilà. Je suis très intéressée aussi par toute votre vision et votre politique en termes de start-up, parce qu'on le sait aujourd'hui que la cause numéro 1 des start-up qui échouent, c'est l'hypercroissance et leur incapacité en fait à gérer, à se faire déborder, etc. Donc je trouve ça très malin. Et tout à l'heure, tu nous disais quand même que vous étiez dans cette hyper rentabilité, la Startup Nation, la culture, etc. Donc comment est-ce que vous êtes formé à ça? J'ai entendu parler d'HEC. Et comment est-ce que ça se concrétise au quotidien, cette volonté d'être quand même dans une croissance assez agressive, très rentable, mais tout en contrôlant le risque de ce que j'entends et en faisant pas n'importe quoi? Alors, c'est pas l'hyper-rentabilité, c'est faire attention à la rentabilité et d'être hyper rigoureux là-dessus. Si tu veux, j'ai parlé de prépa HEC tout à l'heure, donc pas HEC, attention. J'ai fait le schéma, donc ici, donc je suis déjà de base niçois, enfin en tout cas de Sophia Antipolis et en Antibois. Par contre, dans les écoles de commerce, on t'apprend pas ça. En tout cas, on ne l'apprenait pas à l'époque, parce que j'ai 40 ans. Et du coup, je suis sorti en 2007 et à aucun moment, on m'a parlé de start-up à l'école. À aucun moment. Alors, c'était peut-être pas le bon moment, c'est une question de timing, ce que tu veux, mais en fait, moi, à l'école de commerce, on m'apprenait à faire des business plans en disant, t'achètes des stocks, tu revends tes stocks. Et en fait, il faut que tu mettes plus de marketing, moins de marketing, et tu vas avoir plus ou moins de résultats. La startup, en fait, on a découvert ça chez YouStock. Vraiment, en fait, c'est Raph, mon associé, qui en fait me poussait là-dessus, qui m'envoyait des vidéos de Oussama Hamar. Et du coup, la question, c'est de dire, en fait, tu inverses complètement l'équation. L'équation, c'est de dire, tu as un problème. La startup, c'est un problème. Tu as un problème, il faut trouver une solution pour ce problème. Et il faut trouver une solution viable, rentable, déployable, scalable. Voilà. En gros, il faut vraiment faire tous les essais possibles pour trouver le product market fit. Et le product market fit, c'est vendre à qui, à quoi, enfin qui, quoi, combien et comment. Et en fait, une fois que tu l'as, à ce moment-là, la levée de fonds, c'est un super outil financier pour déployer dans plusieurs villes, à tout ton marché en fait. Et en fait, ça casse un petit peu le côté start-up dans la tête des gens, la start-up nation, comme tu dis, le côté, il y a une table de ping-pong et puis on fait des levées de fonds et puis on fait des réunions et du coup on licencie et du coup voilà. Surtout en ce moment, je sais pas si tu suis. Nous, on est plutôt hyper rigoureux sur la façon dont on dépense l'argent. Ça veut pas dire qu'on est des crevards ou quoi. Ça veut juste dire que en fait, on fait attention à ce qu'on fait. On fait attention d'avoir les bonnes ressources parce que c'est intéressant. Enfin, c'est important d'avoir des talents aussi. Mais du coup, on n'est pas dans ce côté on dépense, on show off. On essaie d'être une vraie start-up, c'est-à-dire on a un problème, on a un énorme problème, et on essaie de trouver une vraie solution à ça. On essaie de trouver une solution durable et pas forcément de se faire racheter, pas forcément de se déployer au prix avec l'argent des invests. Non, on essaie de trouver quelque chose qui est sain en fait, une vraie solution.
Et du coup, c'est quoi votre vision avec Delicity à long terme? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment... Tu dis, ok, c'est le projet de ma vie du moment, etc. et j'ai envie de l'emmener le plus loin possible. Est-ce que c'est en mode, je veux vraiment déployer ça, puis à un moment, j'aimerais revendre ou me retirer, prendre ma retraite? Je sais pas si ça se dit ou pas dans un podcast, mais... Tu peux. Non, écoute, nous trois, on est passionnés par la restauration. On est passionnés par l'entrepreneuriat. Écoute, moi, ce que je vais te dire, c'est que pour ma part, je ne m'exprime pas pour mes 2 associés, pour ma part, j'aimerais apporter le projet le plus loin possible. Et en fait, tu vois, avoir des valeurs de bienveillance, dire je veux changer le monde, et demain tu as une plateforme qui te dit bon, je te rachète, va prendre ta retraite et laisse-moi travailler, ce serait une entorse à ça, tu vois. L'une des solutions, ce serait que quelqu'un de complémentaire investisse et tu vois, nous intègre dans un gros groupe, parce que c'est aussi ça, tu vois, qui est intéressant, c'est que finalement la startup, c'est devenu un petit peu l'outil d'innovation des gros groupes, tu vois. Les gros groupes aujourd'hui, ils se disent je vais pas former une équipe avec des gens que j'ai en interne qui sont peut-être pas très aventureux, qui sont peut-être pas tu vois, qui n'ont pas trop envie de tester des choses, voilà, je les ai pas recrutés pour ça en tout cas. C'est plutôt il y a une petite équipe de jeunes, en tout cas de gens qui ont faim, qui testent des choses, qui trouvent le produit market fit. Moi j'achète le produit market fit, tu vois. Peut-être qu'on se fera acheter, peut-être pas. En tout cas, la question c'est on va essayer de rester le plus en phase avec nos valeurs. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et les gifs. Et du coup, je peux pas m'empêcher de poser la question et de mettre de nouveau les pieds dans le plat. Si demain Uber Eats ou Deliveroo t'approche et te propose une offre de rachat, mais un rachat kill, quoi. On sait qu'aujourd'hui, des très gros groupes des fois rachètent des concurrents montés en puissance juste pour les tuer dans l'œuf et pas se faire trop menacer. Est-ce que avec la proposition adéquate, tu serais prêt à l'envisager, ou est-ce que tu es vraiment en mode non, mes valeurs, c'est trop en contradiction et hors de question? Alors tu vois, la question est intéressante. Non, on va résister au maximum. Après, tu vois, ça dépend aussi de la proposition en face. Soyons honnêtes. Il y a beaucoup de propositions, tu vois, genre WhatsApp qui se fait racheter, je sais pas combien. Ouais, c'était WhatsApp qui s'est fait racheter 19 milliards, un truc comme ça. Je saurais plus te dire. J'ai peur de te dire une bêtise. Au bout d'un moment, tu vois, c'est compliqué de refuser ces offres-là. Maintenant, effectivement, en fait, tu vends ton âme, en fait. Donc, faire attention. Effectivement, on défend des valeurs. On essaie de faire en sorte que le monde change. Ok. Un apéro à la fois. Un apéro à la fois et tu vois, une tranche de charcuterie à la fois. Mais voilà, je pense pas qu'on vendrait notre âme. Et encore une fois, quand il y a ces ordres d'opération, tu as toujours une sorte de chevalier blanc qui vient et qui te propose finalement une alternative un petit peu plus responsable. Alors, je dis pas que les plateformes sont forcément des grands méchants, mais en tout cas, ils ont intérêt à ce que on n'existe pas, que notre système n'existe pas. Donc, effectivement, ils pourraient te faire une offre pour te tuer dans l'œuf. Pour autant, normalement, non. Enfin, tu vois, nos valeurs valent plus que ça. Je suis contente d'entendre que Delicity n'est pas prêt à mourir. Tout à l'heure, on a parlé des 3 choses principales qui ont contribué à votre réussite, votre percée. Est-ce que tu accepterais de nous partager, à contrario, des exemples de bourdes, d'erreurs que vous avez faites et les leçons que vous en avez tirées? L'idée, c'est que nous, petits padawans, derrière nos micros et derrière nos casques et nos oreillettes, on puisse se dire « Ok, ça, je le ferai pas, quoi ». Alors écoute, dans la Startup Nation, en fait on dit pas erreur, on dit itération. Ah, super. Super. Génial. Non, mais je crois que c'était Nelson Mandela qui disait soit je gagne, soit j'apprends. Et en fait, il faut vraiment être dans cette optique-là. Il n'y a aucune erreur qu'on ait faite, tu vois, qui est d'impact. Au pire, il s'est passé un truc, on a merdé sur une livraison qui s'est pas bien passée. Bon, bah, c'est pas grave, tu vois. On a appelé le client, on s'est excusé, parce que ça aussi, c'est important, c'est de prendre ses responsabilités. On a vraiment l'impression que je suis dans le monde de oui, mais vraiment, en fait, oui, il existe des boîtes qui ont ce niveau de customer care et d'envie, en fait. C'est assez bizarre parce que du coup, petite parenthèse, hein, c'est assez bizarre parce qu'en fait, quand tu appelles les gens pour leur dire, ah, je suis désolé, machin, on a eu un problème. Le mec te dit quoi? Mais vous êtes qui? Je dis, bah, on est Delicity et en fait, on est là parce les gens doivent tu nous as appelé. halluciner. Ils disent, mais en fait, super quoi, tu vois, genre merci de m'avoir appelé. Genre on n'a pas de l'habitude de ce niveau de customer care. Enfin, surtout avec le volume que vous brassez aujourd'hui, d'arriver encore à faire ça, c'est ouf quoi. Ouais, mais en fait ça arrive pas souvent, tu vois, qu'il y ait de problème. Donc Dieu merci, tout le monde est assez met la main à la pâte et c'est assez rigoureux. Mais effectivement, c'est assez bizarre de voir des gens te dire mais merci de m'avoir appelé, c'est super. Enfin limite étonné, tu vois, en disant bon bah je passerai que par vous, hein, tu vois. C'est cool. Et tu vois, ça finalement c'est une victoire à la fois. Et c'est un client qui va devenir un avocat et donc du coup qui va
vas aller voir la prochaine personne en disant, tu sais, ils m'ont appelé alors qu'il y avait un problème, tu vois. Et en général, quand tu commandes, c'est que tu as des amis à la maison ou tu as quelqu'un avec toi, bah, tu vas dire, putain, ils m'ont appelé, incroyable. Et tu vas te faire un nouveau client, tu vois. Pardon, les erreurs. Alors, ouais, quand je te parle d'itération... T'as bien retourné ma question, là. Hein, je t'ai demandé une bourde d'une erreur, il me dit qu'est-ce qu'on fait mieux que les autres. Les erreurs, en fait, on n'a pas fait de grosses erreurs, on a fait pas mal d'itérations. Et alors, je pense que la meilleure chose à faire quand tu veux créer une boîte, c'est vraiment d'essayer plein de choses. Là, tu vois, on a 2 ans d'existence, on a fêté nos 2 ans en octobre. On est toujours à chercher la meilleure solution. Et en fait, à contrario de ce que j'ai appris à l'école de commerce, où on te dit fais des stocks, fais une offre, vends. Là, c'est de dire je vends quelque chose, le client il a des remarques, le restaurant a des remarques, on va les intégrer et on va tester autre chose. Et en fait, pareil pour la façon dont les restaurants récupèrent leurs clients, en tout cas récupèrent la relation avec leurs clients, là où en général ça passe par les plateformes, bah, voilà, il faut tester plein de choses et il faut vraiment pas avoir peur de tester. Il y a personne qui va vous en vouloir de tester des choses, de revenir si la chose après est meilleure. Je dis pas de faire 15 offres tout le temps, mais vraiment de continuer à réfléchir systématiquement, de jamais s'arrêter sur une offre en disant ah ça a l'air bien ça. Non, il faut toujours tester plein de choses. Et c'est un peu comme un labyrinthe sur les sets de table pour les enfants, tu vois. Genre en fait tu testes un chemin, ça marche pas, bah t'en testes un autre en fait. Et en fait le fait que tu arrives au bout, c'est parce que tu as fait tes 15 itérations, pas des erreurs. Et toujours challenger le statu quo et ne pas se contenter de ce qu'on a même si ça marche quoi. Tu peux arriver à un product market fit, tu vois, à un moment, et à ce moment-là, à vraiment accélérer, mais tu as toujours effectivement En fait, si tu veux, le vrai mindset de la startup, c'est de se dire, il faut qu'on trouve une solution à ce problème. La startup, c'est un problème. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en recrutement, je demande toujours, c'est quoi la startup pour vous ? Et c'est un peu ma question tarte à la crème. J'en ai une autre, c'est raconte-moi une blague. Mais bref. Envoie-moi un gif. Et du coup, tout le monde me dit, bah, c'est une équipe de jeunes, c'est de la tech, c'est ping-pong, c'est machin, levée de fonds. Non, la start-up. C'est résoudre un problème. Ouais. C'est résoudre un problème. Tu te concentres sur un problème et tu essaies de le résoudre d'une manière différente de ce qui existe aujourd'hui. Et en fait, c'est pour ça que les grands groupes, finalement, n'aiment pas les startups ou en tout cas rachètent des startups qui marchent. C'est se dire, si tu grossis trop, tu vas vraiment trop me poser problème. Donc, je te rachète. Ça me permet d'avoir une nouvelle offre, une offre qui marche. Vous l'avez testé pour moi. C'est une offre moderne, peut-être plus rentable parce qu'elle est automatisée, scalable, etc. Et du coup, bah, c'est mieux que je te rachète plutôt que tu me fasses du tort. Oui, puis c'est dans la logique et cohérent pour les grands groupes de dire bah, ils ont fait leur bac à sable, ils ont fait leurs tests, leurs itérations, etc., etc. Puis moi, j'achète la solution une fois qu'elle est en product market fit, quoi. Exactement. Et surtout, en fait, le mindset que tu dois avoir en tant que créateur de boîte, il est tellement important. Et en fait, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas. Tu vois, le fait de se dire je réessaye, je trouve une meilleure solution, non, encore une meilleure, je vois qu'il y a encore des problèmes, je vais encore faire une meilleure solution. Et ben ça, tout le monde ne l'a pas. Tu vois, et en fait, naturellement, tu vois, on en parlait l'autre jour quand on s'est croisés. J'ai des amis qui qui voulaient lancer des projets. Et en fait, la première chose qu'ils lancent dans le projet, c'est de se dire, ok, bah, je vais faire mes stocks, je vais faire mon process, je vais faire mon site internet, je vais faire mes prix, machin. Et tu passes 6 mois à faire quelque chose que si ça se trouve, personne ne veut. Tu vois. Et en fait, la confrontation de marché, il y a une sorte de peur de la part des gens. Il y a une peur du rejet, il y a une peur de... et même, tu as une satisfaction à construire le truc qui fait que bah, finalement, t'as pas appuyé sur le go, tu vois. J'ai une excellente copine qui... tu nous écoutes, Soraya. Je fais du name dropping. Qui, pareil, tu vois, voulait se lancer sur la vente d'artisanat tunisien, en l'occurrence. Et en fait, elle a préparé tout son projet. Les fournisseurs, les process, le site internet, etc. Elle a jamais appuyé sur le go. Et tu te dis, mais pourquoi ? Tu vois, au pire, ça marche pas. Et si ça marche pas, personne t'en voudra parce que personne n'a acheté, tu vois. Mais en fait, si je peux donner un conseil, je le donne. Et en fait, mais donne parce que je sais que ça va résonner beaucoup avec énormément d'auditeurs de ce podcast. C'est tester les choses, essayer les choses. Ça n'a pas d'impact. Personne ne vous en voudra de faire quoi que ce soit. Et surtout, ayez confiance. Il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est la confiance en soi et dans sa façon de faire. Enfin là, je fais du coaching en plus, en plus d'être Romain Desbois. Bénéf. C'est vraiment le côté, il faut avoir suffisamment confiance en soi pour se dire, peu importe ce qu'il arrive, je sais que mon futur moi, demain, il arrivera à gérer les choses. Et ça, c'est super important. Et je pense que c'est ce qui m'a drivé dans toutes mes décisions
business, c'est de se dire, peu importe ce qui se passe, je sais que demain, je serai apte à réagir comme il faut, tu vois. Mais par contre, ouais, tester les choses, essayer les choses, même en... Tu vois, ce qui est super intéressant avec les startups, pardon, hein, j'ai pris la possession de ce podcast. Vous êtes bien sûr... Alors, ceci est un hold-up, vous êtes en train d'assister à un kidnapping. Non, mais en vrai, c'est hyper intéressant, je suis totalement d'accord, je t'écoute, je bois tes paroles. Vous êtes bien sur le podcast Beboost avec Alexandre, ce n'est plus mon invité Aline. Non, plus sérieusement, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut tester vachement de choses sans trop de ressources aujourd'hui, tu vois. Tu peux, si tu as une idée de vendre quelque chose, tu as Kickstarter où tu peux présenter ton idée, les gens vont acheter alors que le produit n'existe même pas. Tu as un site internet que tu peux faire en disant je vais lancer ça, si vous êtes intéressé, laissez-moi votre adresse email. Enfin, tu vois, tu peux faire plein de choses. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent non, mais je sais pas, j'ai une idée, mais je pourrais de la faire et tout. Mais ok, tu vois, genre, tu peux ne pas avoir cette envie de tout arrêter de ta vie, de sortir de ta zone de confort d'un grand coup, tu vois, de dire bah, je pose ma démission, j'ai plus d'argent, demain on verra ce que je fais. C'est compréhensible, tu vois. Par contre, rien ne t'empêche de tester les choses. Et tu testes les choses, tu vois si ça marche. Et si ça marche, bah, t'en fais une activité secondaire. Et puis plus ça prend de poids, et plus tu vas pouvoir te dire, bon, bah voilà, j'en fais mon activité principale, ou en tout cas, je fais du 4/5e, ou j'augmente un petit peu le pourcentage. Mais surtout, il faut tester les choses. Et il y a beaucoup trop de gens, même autour de moi, qui se limitent eux-mêmes en disant, non, mais ça marchera pas, je sais pas. Il faut que tout soit parfait avant que je lance. Mais oui. Teste, il va se passer quoi? Au pire, tu vas vendre 2 trucs d'artisanat tunisien. Soraya, c'est pour toi. Si tu vas vendre 2 trucs d'artisanat, tu vas vendre 2 trucs d'artisanat, et au pire, bah, tu vas fermer. Mais c'est pas grave, en fait, parce que tu auras testé les choses. Mais au moins, tu raconteras pas à tes petits-enfants. Moi, j'avais un projet d'artisanat, ça aurait marché si ça marchait. Et j'ai encore, j'ai l'impression de le dire à tous mes potes tout le temps. Vraiment, lancez-vous, même en secondaire. Ça n'a aucun impact. Au pire, vous ratez, tu vois. Et donc, tu as fait un chemin de plus dans ton petit set de table, et tu sais que c'est pas par là qu'il faut passer. Et tu réessayes autre chose. Je suis tellement contente de te l'entendre dire. Non, mais c'est vrai que c'est important. Je vois trop de personnes qui ont l'impression de jouer leur vie, en fait, et que du coup, si ça marche pas, ça veut dire une mort subite, soudaine et violente, tu vois, et douloureuse. Et du coup, ne jamais oser de vivre un peu dans cette utopie de tout est prêt, je pourrais me lancer, ça pourrait marcher, etc. Et en fait, de jamais le faire, quoi. Mais derrière ça, je pense qu'il y a aussi le côté de pas assez avoir confiance et de se dire je me remettrai pas si ça marche pas. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui se disent j'ai un super projet, et en fait, je préfère que ce soit un projet et qui sorte de quelqu'un d'autre, enfin que tu vois, que ce soit lancé par quelqu'un d'autre et que je me dise ah putain, ça c'était un projet, c'était mon idée, machin. Mais non, en fait, si tu as envie de le faire, fais-le. Point. Au pire, ça marche pas. Et alors, tu vois, tu fais autre chose. Tu vois, l'expérience qu'on a avec Delicity, même si demain ça s'arrête, parce que tout peut s'arrêter, tu vois, si ça marche mal, bon, on va faire en sorte que non, mais je dis pas. Mais du coup, si demain ça s'arrête, en fait, ce que j'ai appris à Delicity, ça a pas de prix, en fait. C'est incroyable. Ce qu'on a appris sur les levées, sur la résilience, sur les itérations, sur le mindset, sur le recrutement même. Enfin, tout ce qu'on a appris n'a pas de prix, en fait. Et même si tu veux revenir à une vie de salarié, ce que j'espère ne pas avoir à refaire, on va retoucher du bois. Du coup, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc, lancez-vous. Voilà. J'ai une question peut-être un petit peu plus personnelle pour toi. Ça y est, il a peur. Non, mais tout à l'heure, tu parlais un petit peu plus tôt dans cet épisode de tout ce que ça coûtait en fait de développer une entreprise comme Delicity en termes de santé, de travail, de rythme, etc. Moi, je vois énormément d'entrepreneurs qui réussissent autour de moi et qui sont tous passés par la case burn-out à un moment ou à un autre. Comment est-ce que toi, tu gères ça? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu prêtes attention? Est-ce que tu es toi-même en train de foncer dans le mur, tu le sais, mais tu n'arrives pas à t'arrêter tellement tu es passionné par ton projet? Enfin, c'est quoi un petit peu ta position? Écoute, pas de burn-out. C'est difficile. C'est quand même difficile. Il y a beaucoup de pression à beaucoup de moments. Je pense que le secret, c'est d'aimer ce que tu fais. Moi, j'adore créer les choses, et aujourd'hui, je fais que ça. Non-stop. Alors, il y a Raphaël qui fait beaucoup de choses aussi, qui gère toute la partie administrative, donc qui est moins intéressante, mais en tout cas, toute la partie business. Vraiment nécessaire et vital. Voilà. Ouais. Il y a Kevin aussi qui fait toute la tech, donc qui fait beaucoup de travail. Je pense que le plus important, c'est vraiment d'être sur quelque chose qui te passionne. Ça limite le côté burn-out, et d'être accompagné et d'être entouré, tu vois. Ça, je l'ai appris avec le temps. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer de te rabaisser, et dans tous tes amis, il y a des gens qui croient en toi. Et en fait, se nourrir juste des ondes positives, monde de oui encore une fois, mais se nourrir des ondes positives et des gens qui croient en toi, c'est
super important. Et je pense que c'est ce qui me fait tenir parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, y compris dans ma famille, qui me disent tu n'y arriveras pas, ça ne marchera pas, pourquoi tu réessayes, tu as déjà échoué, machin. Et à côté de ça, j'ai des gens qui me disent waouh, c'est super ce que tu fais, continue, tu vois. Et juste, tu mets mute d'à côté, tu fais genre non, forteresse, c'est un miroir, tu vois. Mais de l'autre côté, tu prends toutes les ondes positives. Et en fait, bien s'entourer, rencontrer des gens comme Aline, venez au podcast, rencontrer des restaurateurs que tu aides au jour le jour, tu vois, qui te disent mais c'est génial ce que vous faites, continuez, machin. On est avec vous, franchement, vous m'avez sauvé la vie. Parce qu'il y en a certains qu'on aide beaucoup, tu vois, qu'on accompagne vraiment parce qu'ils sont en galère financière, parce que le Covid, voilà. T'as les livreurs, pareil, tu vois, qui sont complètement traumatisés par le manque de relations des plateformes. Nous, on arrive, on lui dit mais ça va et tout va bien, t'as pas eu ton téléphone, attends, je viens t'aider à le chercher parce que j'ai localisé, on va voir si on peut le faire, etc. T'as ton pneu qui est crevé, t'inquiète pas, je t'envoie quelqu'un, savoir si je t'envoie un autre livreur qui va t'aider, qui a un kit de sauvetage. Mais c'est trop bien que vous fassiez tout ça. Oui, mais en fait, c'est de l'énergie positive, quoi. Enfin. Je sais pas comment les gens vont percevoir ça, mais oui, en fait, tu peux être gentil dans ce monde et en fait, ça apporte que des bonnes choses. Alors, il y a forcément des gens méchants, mais il faut faire forteresse, quoi. Te nourrir de toutes les bonnes ondes, c'est super important. Et plus ta cause, finalement, fait souffrir les gens quand t'es pas là, et donc, plus tu amènes un bon pansement et un bon médicament au problème, plus les gens vont te kiffer. Et les gens qui te poussent en disant c'est génial ce que vous faites, mais ça donne une énergie incroyable. Ça me touche beaucoup d'avoir à la fois ces valeurs de on construit quelque chose de rentable, de lucratif, qui se développe, etc. Et en même temps tout en véhiculant énormément de valeurs positives comme la bienveillance, le respect, la considération, les choses comme ça. Il y a trop de gens qui pensent encore aujourd'hui, surtout dans le monde des startups, que les deux sont pas vraiment compatibles. Ça fait du bien de retrouver ça, quoi. Ouais, écoute, merci. Après, il y a beaucoup de startups qui se lancent avec des bonnes valeurs aussi, hein. Tu vois, je pense à 900 Care, je crois, tu vois, qui se disent non, on lutte contre les déchets. Il y a quand même une partie des startups qui luttent pour un monde meilleur. Tu vois, ça c'est bien. Je suis content en fait de découvrir ce monde des startups. Il y en a qui se disent ok, je vais gagner plus d'argent, tu vois. C'est peut-être le cas des plateformes, tu vois. Je pense pas que les plateformes se disent comment on va faire pour aider les restaurants. Ils se disent plutôt comment on va faire pour gagner de l'argent. Et plus la part des investisseurs est importante, et plus tes investisseurs sont, on va dire, morts de faim, ou en tout cas qu'ils ont envie d'avoir de la rentabilité, et plus ils t'imposent ça. Nous, on a encore cette volonté d'être maître à bord, déjà, de garder ces valeurs-là, et plus on sera rentable, et moins on vendra notre âme, en fait. Donc, du coup, on essaie de garder cette âme-là. Mais il y a beaucoup de startups qui se battent pour le bien du monde, et je pense qu'il y en a de plus en plus. Et c'est cool, en fait, de voir toute une génération ou deux générations qui, finalement, se disent ce que font les grands groupes, c'est pas toujours très bien. C'est basé sur de la rentabilité unique, mais c'est au détriment de la santé de nous tous, de notre santé, de notre environnement, tu vois. Et en fait, il y a des gens qui se disent non, on fait les choses bien. Et j'espère que finalement cette crise des startups là qui se passe en ce moment, où les gens qui se font virer, des startups qui tombent, j'espère que ce sera au bénéfice des bonnes startups. C'est-à-dire que les startup people, elles tombent. Je donnerai pas de nom. Encore une fois, le côté Robin des Bois. Alex, je pourrais passer encore, je crois, des heures à parler avec toi de tout ça, mais pour les oreilles de nos auditeurs, on va pas tarder à clôturer cet épisode. Ouais. Ma petite dernière question pour toi, c'est quels sont les projets pour la suite de votre développement ? Écoute, les projets, ça va être d'ouvrir le plus de villes possible. Donc, je parlais de Toulouse tout à l'heure. On va probablement ouvrir Lyon dans pas longtemps, Marseille, Aix, Toulon. Ah, on commence à s'attaquer aux grosses... Lille, ouais, c'est ça. Lille, Strasbourg, enfin voilà. Là où on jugera nécessaire et là où on trouvera les ressources, parce qu'en fait, il faut vraiment trouver des gens qui soient motivés. Alors, c'est de plus en plus facile parce que finalement, on est de plus en plus connus. Mais ouais, on va continuer à se battre. Et voilà. Enfin, je peux pas t'en dire plus dans le sens où on va continuer à défendre ces valeurs-là et on a beaucoup encore de choses à faire. Eh bien, écoute, trop hâte de suivre ça de loin, toujours en étant cliente régulière. Merci beaucoup pour ton temps, merci pour ton partage, pour ta générosité, c'était un vrai plaisir. As-tu envie de faire un dernier petit mot pour les auditeurs ? Oui, je serais tenté de dire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire tester les choses. Essayer au pire, imagine ça se passe bien.
Tu vois. J'adore cette phrase, imagine, ça se passe bien. Au pire, sur un malentendu, ça fonctionne. Imagine, on teste et imagine, ça se passe bien, tu vois. Il faut tester les choses. Enfin, voilà, le monde a besoin de gens qui testent et le monde a besoin de sortir de la zone de confort. Je pense qu'on est dans un moment où il n'a jamais été aussi simple de tester les choses. Tester les choses. Essayer, appuyer sur le bouton on. Enfin, Soraya, appuyer sur le bouton on. Soraya, cet épisode est pour toi, en fait. C'est pour toi. Non, du coup, essayer les choses. Je pourrais faire du name dropping de plein de gens, tu vois, et en fait, naturellement, c'est assez drôle. Je repars sur un podcast. Hein. Naturellement, les gens viennent me voir en disant j'ai cette idée, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et je dis mais peu importe ce que j'en pense, fais-le. Tu vois, c'est pas moi le marché. Enfin, à moins que tu me proposes un truc pour maigrir, c'est pas moi le marché, quoi. Tu vois, c'est le marché, c'est lui qui te donnera la réponse. Et tester, c'est le marché qui vous donnera la réponse. C'est pas vos réflexions de vos proches qui vous disent ça ne marchera pas. C'est pas ta réflexion en interne qui va te dire je suis sûr que ça marchera pas ou je suis sûr que ça va marcher. Non, c'est le marché qui te donnera la réponse. Et de toute façon, tu grandiras, vous grandirez dans l'expérience. J'adore. Merci pour tout, Alex. Si on veut te retrouver pour te dire à quel point l'épisode était incroyable, c'est quoi le meilleur moyen? Est-ce que c'est le compte Instagram de Daily-City? Est-ce que c'est toi derrière? Est-ce que c'est ton LinkedIn? Comment on fait pour venir te parler? Alors oui, le compte Instagram, on a un compte Instagram sur chaque ville. Donc le principal, c'est daily-city.co. Vous pouvez faire connaissance avec toute l'équipe. Il y a mon LinkedIn, Alexandre Aruchumien. Bon courage pour épeler. Je mettrai le lien dans la description. Et après, alexandre@daily-city.com. J'ai pas de souci là-dessus. Et surtout, il faut commander. Et surtout commander. Pour tous les Niçois ou les personnes qui viennent faire du tourisme à Nice, maintenant vous sachez. Voilà. Merci pour tout, Alex. Merci à toi. Au plaisir. Ça marche. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Comme d'habitude, absolument toutes les ressources, tous les liens cités dans cet épisode seront disponibles en description de cet épisode de podcast. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!